que moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde. L'approche behavioriste omniprésente dans l'enseignement musical présente, comme nous l'avons vu, un risque éducatif majeur. Le découpage des compétences par le prof entraîne une coupure des élèves avec les savoirs, souvent avec la compréhension même de ce qu'ils ont à faire et pourquoi ils ont à le faire. On s'en remet à la confiance que devrait un élève à l'enseignant qu'il a en face de lui. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à brandir cette confiance comme la condition sine qua non de leur démarche d'enseignement. Mais si on y réfléchit, quel est donc le sens de cette confiance, exigée de fait de la part du prof? Et si cette confiance était juste l'inverse de toute démarche pédagogique? La relation prof-élève relève d'un contrat en partie implicite. L'élève a poussé la porte pour apprendre, le prof est payé par la collectivité, directement ou indirectement, pour permettre à l'élève de favoriser ses apprentissages. Oui, favoriser, parce qu'un élève qui veut faire de la musique apprendra à en faire même sans le recours d'un prof. Si on devait définir ce qu'est un prof, on pourrait dire de façon générale qu'il est celui ou celle qui est chargé de mettre en place des situations pédagogiques fécondes pour l'apprentissage. Baser cette relation sur la confiance, c'est retirer de facto à l'élève, et ce a priori, le droit de juger de ce que lui propose le prof pour son propre apprentissage. Placer la confiance en lieu et place d'une relation explicitée autour des fonctions de chacun, c'est renforcer le pouvoir du prof, c'est interdire de fait à l'élève tout regard critique sur la pertinence des situations pédagogiques mises en œuvre par l'enseignant. C'est déposséder l'élève de tout besoin d'adhésion, de motivation intrinsèque, de plaisir et d'envie. Pour le sociologue Jean-Pierre Le Goff, il se développe une approche bien particulière du travail humain. Celui-ci est appréhendé en termes de mécanismes et de comportements élémentaires que l'on décompose et instrumentalise à l'extrême en vue d'objectifs à atteindre. Découpé et mis à plat en termes de compétences parcellisées, codifiées avec de multiples catégories et schémas, l'activité est réduite à une machine fonctionnelle qu'on prétend maîtriser et perfectionner en vue d'en améliorer les performances. Appliquée à l'enseignement, cette conception réduit le rôle des enseignants à celui de prestataire de service et transforme l'instruction en conditionnement. Les sciences cognitives comme les neurosciences confirment qu'un élève passif est un élève qui n'apprend pas, ou pas assez. Comment favoriser l'implication d'un élève dans son apprentissage s'il ne comprend pas ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, mais qu'il est condamné à le faire quand même parce que son sachant de prof lui a dit de le faire? Comment rentrer activement dans les apprentissages sans avoir les moyens de comprendre les démarches entreprises par l'enseignant, ses propositions, leur utilité? Comment ne pas renforcer une prise de pouvoir illégitime d'un prof qui ferait faire à son élève des choses pour son bien, à grand renfort d'autorité? Comment imaginer que de telles démarches pourraient être autre chose qu'une forme de dressage, bafouant toute forme d'esprit critique, faisant reculer d'autant toute possibilité d'autonomie? Il y a un type de behaviorisme acharné dans notre profession, ce qu'on pourrait appeler le behaviorisme aveugle. Ce behaviorisme-là est aveugle pour l'élève, car les recettes qui lui sont imposées ne sont ni expliquées, ni présentées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des options pédagogiques, ce qui induirait alors qu'il pourrait y en avoir bien d'autres. Il est aveugle car il promeut une vision détachée de l'objet qui a fait naître les envies, la musique, la sensibilité, l'esprit critique, le développement du goût. Il est aveugle car nombre d'enseignants ne l'ont pas interrogé, le reproduisent comme tel, souvent en utilisant la méthode qu'ils feuilletaient et travaillaient eux-mêmes en tant qu'élèves. Ce behaviorisme-là est aveugle car il ne s'occupe jamais de la boîte noire, de ce qui préside au mécanisme de l'apprentissage et de la motivation. C'est un behaviorisme de l'effort et du sacrifice, du dressage et de la négation des personnes qui ne s'intéressent qu'aux résultats palpables des élèves survivants. Ce behaviorisme aveugle n'hésite pas à imposer une formation théorique, du solfège, avant que les élèves n'en aient le moindre besoin et donc avant qu'ils puissent en comprendre l'utilité autrement que par la confiance qu'ils doivent à l'enseignant ou le devoir d'obéir aux règles. Ce behaviorisme n'hésite pas à commencer par des exercices techniques avant toute autre chose. Il interdit l'exploration, régente jusqu'au droit de poser les doigts sur sa touche. Il use et abuse de répertoire pédagogique, qui n'a de répertoire que le nom, tant l'absence de musique y est patent. Il cherche à convaincre les élèves que ces passages douloureux sont obligatoires, que la qualité de musicien accompli de celui qui le leur inflige est un argument définitif, autoritaire, que les élèves n'ont juste pas les moyens de remettre en cause. Facile.
Le behaviorisme aveugle trouvera en lui-même sa propre justification, à coup de discours moralisateurs et un tantinet réactionnaire, en expliquant que les élèves qui arrêtent, ceux qui sont découragés ou écœurés, n'ont pas le goût de l'effort, ou sont distraits par les nombreuses activités qu'ils pratiquent, par les jeux vidéo ou leur smartphone. Que pour devenir musicien, il faut souffrir et tenir bon, comme eux. Le behaviorisme aveugle sait justifier ses pratiques et offre des bains de biais d'autocomplaisance pour justifier de sa position dominante. Pour ce behaviorisme-là, pour qu'un élève puisse avoir le droit d'accéder au sens de ce qu'il est en train de faire, il faudrait avoir maîtrisé antérieurement des mécanismes, avoir effectué des entraînements systématiques, imposés. Selon cette conception, il y aurait une phase de contrainte, voire de dressage préalable, absolument nécessaire avant qu'un sujet puisse accéder à toute forme d'expression. Ce behaviorisme-là met la charrue avant les bœufs, utilise ce que Mérieux définit comme la pédagogie des préalables. Cela se traduit par des affirmations de bon sens comme « il faut obliger les enfants à faire ce qu'ils ne veulent pas spontanément pour qu'ils puissent un jour y trouver du plaisir et s'y adonner ensuite librement ». Mais derrière ce bon sens, il y a en réalité deux présupposés idéologiques étroitement liés. L'un, selon lequel le sujet n'apparaît qu'après. Après quoi, car on peut toujours prétendre que les conditions de son expression ne sont pas remplies. L'autre, selon lequel les apprentissages s'effectuent toujours à partir de la combinaison d'acquisitions mécaniques qui, seules, peuvent permettre l'émergence de l'intentionnalité. Ce n'est pas une théorie très nouvelle, mais il est frappant de voir comment elle est réapparue et comment elle s'inscrit dans une idéologie plus globale qui promeut la contention plutôt que l'éducation. La pédagogie, en revanche, considère le sujet comme un tout et s'efforce d'associer son droit à l'expression et les exigences techniques qui lui permettent d'en faire usage. En réalité, la pédagogie des préalables ne croit ni à l'attraction des savoirs, ni à la capacité du passeur à les rendre attractifs à celles et ceux qui ne les connaissent pas. En voulant observer une progression linéaire, on prend ce qu'il y a de pire pour le faire. Des outils dénués de toute musique, de toute sensibilité, de tout intérêt artistique. Une punition pour les élèves, à qui on apprend par là aussi à se conformer et à se taire, à remplacer toute envie par du devoir. Pourtant, à l'heure d'Internet, il n'est pas bien compliqué de trouver des œuvres musicales permettant de servir de support au travail de telle ou telle difficulté. Le behaviorisme aveugle, ce n'est pas meilleur pour les enseignants. Il remplace la recherche, l'expérimentation, la diversification des approches, l'invention pédagogique qui est pourtant si riche et stimulante, par une forme d'instrumentalisation qui, dans le pire des cas, fait d'eux des metteurs en scène de méthodes behavioristes fabriquées par d'autres. Quelle tristesse! On comprend que dans ces conditions-là, le métier leur apparaisse assez rapidement comme détestable et qu'ils finissent par ne plus s'intéresser à autre chose qu'à leur feuille de paye ou à leurs vacances. C'est dommage pour un métier qui peut être si passionnant. Comme le dit Mérieux, la pédagogie des préalables est une des principales entraves à la création pédagogique. Plus loin, il nous explique. La pédagogie des préalables trouve toujours des prétextes pour reculer le moment de la confrontation avec la culture. Il manque des bases, il faut d'abord consolider ses acquis, le temps fait défaut et il vaut mieux se concentrer sur le fondamental. Mauvais calcul. La pédagogie des préalables coupe en réalité les ponts qu'elle prétend construire. Elle empêche les enfants d'entendre la vie gronder derrière les connaissances fossilisées que l'école leur enseigne. Elle fabrique de la mort avec du vivant, quand il faudrait à l'évidence faire le contraire, restituer le projet culturel qui a donné naissance au savoir. Dans l'enseignement musical, nous pouvons difficilement nous passer de l'approche behavioriste. La dernière partie de cet épisode verra des propositions pour une approche behavioriste différente. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde, mais